Nous allons entendre de Heather Sherrod, qui est vice-présidente des services cliniques à l'Université d'Ottawa. Merci, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui et de partager les résultats de notre programme avec vous. Je ne peux pas parler sans dire beau. Alors, pour expliquer le contexte, je serai la première à vous dire que si vous devez adopter une certaine technologie, ne l'achetez jamais en premier et cherchez les patients par la suite. C'est une leçon très importante qu'on oublie souvent. Bon, nous sommes le seul fournisseur de services de cardiologie tertiaire de la région. Nous desservons 1,5 million de personnes et 50% de nos patients viennent de l'extérieur de la région d'Ottawa. Notre bassin de population est très distribué, très large et bien divisé entre urbain et rural. Et lorsqu'on arrive aux communautés rurales, les taux de maladies cardiaques sont beaucoup plus élevés. Non seulement que ces patients sont plus malades, mais ils vivent plus loin du centre. Je vais vous expliquer le cadre de télésanté. Ce n'est pas question de juste acheter une technologie. Il faut songer à comment l'utiliser et il faut intégrer une série de technologies afin d'assurer que l'expérience du patient soit continuelle. On utilise ces stratégies selon 5 principes. Il faut qu'elles améliorent les soins. Si nous ne sommes pas là pour améliorer les soins, on ne les utilise pas. Il faut améliorer l'accès non seulement aux procédures, mais à la communication. Il faut qu'elle aide les patients à rester en communauté. Notre rôle est de garder les patients le plus près de chez elles le plus possible. Et on regarde toujours la satisfaction des patients, on essaye de l'améliorer et ensuite on regarde l'utilisation efficace des ressources. Voici notre stratégie. Donc, vous allez voir qu'il y a 3 niveaux. Moi, je vais parler du niveau du milieu, les services télésanté, les services à la maison. Et les patients utilisent les services au besoin. Premièrement, vous connaissez la télémédecine, c'est la service de large bande pour les consultations et pour du travail en temps réel. Les surveillances de patients à la maison, on place des appareils dans la maison où il y a un modem qui est branché au téléphone du patient et on les suit chez eux en temps réel. Et la 3e stratégie, c'est la réponse vocale interactive, automatisée, qui après le niveau aigu de la maladie. Alors, on utilise les 3 niveaux pour les différents patients à différents niveaux. Alors, pourquoi utiliser la surveillance au domicile? Premièrement, parce que la majorité des patients vivent à l'extérieur de la région d'Ottawa et nous avons une grande majorité de personnes aînées et de personnes en perte d'autonomie. L'insuffisance cardiaque est très importante et prévalente et la majorité des patients cardiaques sont traités par leur médecin de famille et pas par des spécialistes. C'est une condition chronique, mais qui est caractérisée par une détérioration épisodique accompagnée d'épisodes de maladies aiguës. Et il faut quand même le lien entre les soins primaires et secondaires et c'est un diagnostic le plus courant qui cause les admissions et les réadmissions sont à 25% à 1 mois et jusqu'à 50% à 1 an. La congestion, c'est l'accumulation de fluide. C'est très simple à traiter, mais c'est la raison principale de la réadmission. Et nous savons que l'autotraitement, les patients qui comprennent leurs conditions et arrivent à la prendre en charge réussissent beaucoup mieux. Et ainsi que lorsqu'on utilise une équipe multidisciplinaire, les résultats sont beaucoup améliorés. Ici, voici un appareil qu'on met chez les patients. Il y a un petit appareil à droite, en haut, qui pèse à peu près 1 kilo, qui parle 8 langues, parle au patient, lui explique quoi faire et comment. Et il y a une balance, un brassard pour le pouls et un autre petit glucomètre. Alors, un appareil pour mesurer la tension. Nous avons des infirmières de pratique avancée, en fait, qui connaissent les paramètres de chaque patient, qui ont été établis auprès du patient avant le congé de l'hôpital. Et cette infirmière aide le patient à s'auto-prendre en charge. Mais s'il y a problème, c'est l'infirmière qui entre en contact avec lui. Alors, voici quelques-uns des résultats. On a commencé à étudier les premières
études. Moi, j'ai participé à l'étude Woden de 2008, mais au début, tout le monde regardait un peu les soins par téléphone et on le faisait tous un peu en même temps, mais il semblait être sans résultat. Il y avait des études plus importantes que d'autres. D'autres ont regardé les taux de réadmission, d'autres la qualité de la vie. Mais quand on essaie d'innover, mais il n'y avait pas de données probantes solides qui nous permettaient de généraliser les soins. C'était un grand défi. Et voilà un message clé. Alors, nous, on a eu la chance d'être soutenus par différentes fondations et on est financé, donc on a eu de la chance. Mais pendant les premières années, ça a été très difficile. C'était très difficile d'obtenir le financement parce qu'il n'y avait pas de données probantes et il fallait qu'on continue à y travailler. Mais en 2010, alors, Cochrane a fait son étude qui parlait de deux stratégies. Vous connaissez les méta-analyses, mais ils ont regardé en méta-analyse les supports par téléphone et ils ont dit que ce n'est pas la même chose que les programmes de télé-santé, mais il y avait alors 25 études examinées par les pairs et on a commencé à voir qu'il y avait une certaine convergence dans ces différentes études, que oui, ça donne de l'amélioration, ça réduit la mortalité, il y a des améliorations au niveau des réadmissions et c'est ça qu'on recherche quand on parle d'efficacité. Alors, il faut quand même être engagé à la création de données probantes vous-même pendant tout cela. Alors, nous, on a commencé des études de recherche pour s'assurer que nous agissions bien face à ces changements. La première étude était en 2008. Il y avait une cohorte de 121 patients qui souffraient d'insuffisance cardiaque et il y avait une diminution de 5% avant et après l'adoption de la télésurveillance. C'est 5%. C'était chaque admission auparavant durait 7 jours à $1,000 par jour et ça une réduction de 5 fois plus importante, 5 fois plus importante de réduction. Et on a fait une étude un peu plus précise par la suite. On a fait des cohortes jumelées avec selon l'âge, selon le sexe, les soins usuels, parce que, bien sûr, selon l'âge, bien sûr, vous allez être réadmis plus souvent. Alors, on a regardé ces cohortes jumelées. On a pris 21 de nos patients qui recevaient des soins à domicile, qui avaient l'âge moyen de 70 ans, et on les a comparés aux patients qui n'avaient pas de soins à domicile. Et on a vu une grande différence significative au taux de réadmission à 6 mois. Alors, on a ajouté aux données probantes, on a dit c'est pas juste avant et après, on les a vraiment comparés un groupe à l'autre. Et la troisième étude, pour répondre à ceux qui disent que les personnes aînées ne savent pas et ne veulent rien savoir de la technologie, ils ne sauront pas utiliser leur appareil, ils ne veulent pas, mais oui, ils l'utilisent, ils savent l'utiliser et c'est avant plus ou moins de 75 ans, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence dans l'ajustement de médicaments, le nombre d'appels, la durée de surveillance et les résultats. Alors, encore des données probantes qui soutiennent notre projet. Quelques mots sur la diffusion de l'innovation. Nous, on a été financés au départ en tant que projet de recherche de 2 fondations qui ont vraiment cru en nous. C'est un système qui est géré par les infirmières avec un médecin décideur. C'est à lui qu'on pose nos questions. Au début, on avait une infirmière en pratique avancée et 20 surveillantes. Ça, c'est la première étude. Et juste chez nous. Alors, il fallait se retrouver dans l'Institut cardiaque pour se retrouver dans le système, dans le projet. Ça demeure un programme qui est en fonctionnement 5 jours sur 5, de 8 heures à 16 heures, mais on a quand même la possibilité de poser des questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de visite à domicile. Certains pensent que ceci est incroyable et qu'il n'y ait pas de visite à domicile, mais ce sont les personnes qui le croient sont ceux qui ne connaissent pas le nord de l'Ontario où tout le monde est très éloigné. Alors, on utilise l'autobus Greyhound pour les renvois, on paye les factures de transport, on utilise l'aide d'admission à tout le personnel soignant et au début, on les surveillait pendant 3 à 4 mois, qui est à peu près la durée optimale. Alors, je pense que si vous établissez un projet pilote,
vous n'aurez qu'un projet pilote. Alors nous, on voulait que ça devienne un programme et que ça ne demeure pas à l'état du projet pilote. Aujourd'hui, nous avons 1500 patients avec une infirmière autorisée pour à peu près 100 patients par jour. Ceci est une combinaison de 40 appareils à peu près et les autres sont les personnes qui ont le système d'appel automatisé. On les surveille pendant 3-4 mois, mais il y a un plan de transition à suivi par téléphone. Mais ils ont quand même besoin d'aide avec cette transition. Nous avons un modèle en étoile. Auparavant, il fallait venir à l'Institut cardiaque, mais maintenant, on a des appareils dans chacun des 14 sites de surveillance et les patients sont suivis dans leur propre hôpital. On les suit quand même parce qu'il y a la masse critique nécessaire pour les connaissances, mais chaque hôpital a ses propres appareils. Ils ne sont plus obligés de venir jusqu'à Ottawa. Nous avons 150 appareils de surveillance, de modem, de balance, mais on a ajouté d'autres parce que ces personnes souffrent souvent de 3 ou 4 maladies chroniques. Donc, il y a aussi des câbles qui mesurent la glycémie, des unités NR, des ECG de poche. Alors, ça avance rapidement, peu à peu, mais maintenant, on existe à travers la région. Et il y a une politique de soins de transition adaptée aussi. Alors voici pour vous donner une idée de comment le programme s'est élargi au cours des années. Chaque hache en bleu représente un hôpital et chaque hôpital a maintenant la capacité de surveiller leur liste de patients, de les surveiller, de les garder chez eux et de les prendre en charge. Nous avons également d'autres programmes offerts des pays à travers le pays. On avait la surveillance à domicile. On envoie les appareils chez les gens. On dit aux gens de le brancher à leur téléphone et on y a accès de n'importe où au pays. Et les appareils sont envoyés par les autobus voyageurs, par exemple. Le financement, au début, 64% du matériel de départ était financé par des subventions et des recherches. Maintenant, on les achète parce que Nortel n'existe plus, mais on a constaté des effets de levier. On ne parle pas d'économie, mais on parle plutôt de renforcer la capacité parce qu'on évite que les patients aillent à l'hôpital, qui libèrent des lits et qui renforcent la capacité pour d'autres, pour le tsunami de patients qui arrivent quand même avec d'autres maladies chroniques. Alors, on évite des coûts. Qu'est-ce qu'on a appris? L'utilisation des lignes téléphoniques, c'est facile et très efficient. Les patients réussissent à brancher le matériel chez eux. Aux États-Unis, nous disent que les personnes aînées n'apprendront jamais, mais on a un homme très âgé qui a dit « Moi, je peux allumer ma lumière chez moi, je peux brancher cet appareil. » On le branche au téléphone. Et il avait 92 ans. Alors, ça marche pour tout le monde. Alors, les technologies fiables, elles produisent des données valides et alors vous avez les signes vitaux des personnes devant vous et vous changez le médicament selon les indicateurs. C'est valide et on n'a pas à s'inquiéter. La technologie peut être adaptée pour répondre aux besoins des patients. On change le volume. Cet appareil parle 9 langues. On peut modifier la fréquence de la transmission. Il y a certains patients qui ne veulent rien savoir le matin. Ils transmettent les données à un autre moment de la journée, par exemple. Et là, on peut également poser des questions cliniques et ils sont liés à nous. À tout moment, si le client se sent mal, il peut communiquer avec nous à tout moment. L'infrastructure favorise le modèle de soins en collaboration et c'est un système qui fonctionne sans médecin. Donc, il n'y a pas de facturation. Les gens disent « Oh, les médecins de famille ne vont pas aimer ça ». Mais ça ne change rien. Les médecins de famille continuent à voir leurs patients au besoin et quand ils veulent. On n'a jamais eu aucun médecin de famille qui nous a parlé de préoccupations. Les médecins de famille font partie de l'équipe de soins, mais ils adorent ça parce qu'ils nous disent quand sera la prochaine visite et nous, on leur envoie les signes vitaux du patient avant la visite. Donc, ça a été très réussi comme programme. Nous sommes très heureux de partager avec vous. On donne beaucoup de présentations là-dessus et nombreuses personnes viennent nous voir. Alors, voici, il faut faire la bonne chose au bon moment et au bon endroit. Et voilà mon adresse courriel. Enfin, l'adresse courriel de mon adjointe. Veuillez communiquer avec elle.